Franck Andria, avez-vous perdu la vocation? Certainement pas, je crois plutôt que c'est parce que j'aime mon métier, que j'y trouve vraiment énormément de bonheur, que j'ai écrit ce livre-là. Donc c'est vrai qu'en 2000, j'ai écrit Vocation prof, où je raconte comment de 1980 à 2000, pendant 20 ans, j'ai trouvé du bonheur à travailler avec mes élèves. Et dans ce pamphlet de 2013, donc 13 ans après, j'ai toujours autant de bonheur d'être dans mes classes, de travailler avec mes élèves, mais j'ai de plus en plus le sentiment que l'école est pensée en haut et qu'elle est subie en bas. Franck Andria, vous n'êtes pas particulièrement tendre avec les pédagogues. Que leur reprochez-vous? Alors bon, c'est un pamphlet, donc c'est vrai que je n'ai pas été particulièrement tendre, que je n'ai pas non plus nuancé, je n'ai pas peut-être fait la différence dans le livre entre ceux que j'appelle les pédagogues en chambre et puis des pédagogues qui sont dans les écoles normales, qui sont sur le terrain. Ce que je reproche, c'est que ce sont des idées souvent abstraites, souvent pensées par des gens qui n'enseignent pas au quotidien, et que ces idées sont imposées aux professeurs qui doivent appliquer des choses qui sont parfois complètement impraticables. Et donc ça complique le boulot, ça le rend aussi... je n'ai jamais autant fait de papier, de préparation, de dissertation quelque part sur mes cours, dans la façon de préparer, de justification de ce que je donnais, etc., qu'aujourd'hui, si on veut. Et alors donc ça rend le boulot complètement lourd pour des documents qui souvent ne sont lus que par moi-même. Vous dites que le décret inscription a propagé l'exclusion sociale. Comment voyez-vous la situation? Alors l'exclusion sociale dans certains cas, je crois qu'encore, de nouveau, l'idée de base du décret inscription, comme les idées des pédagogues, sont au départ des idées généreuses qui veulent améliorer les situations. Mais bon, ce décret inscription qui était là, justement pour corriger certaines injustices faites dans des écoles qui refusaient des élèves de manière absolument honteuse, ce décret inscription a aussi créé, du fait des critères qu'il a mis en place, par exemple ici à l'Athénée Fernand Blum, où on avait une population qui venait des Verts, de Oilly-Saint-Lambert, de Scarbeck, une population multisociale, multiculturelle, et c'est ce que j'aime dans mon école. J'ai été élève ici, c'est le bonheur que j'ai d'enseigner ici. Et maintenant, on arrive à une population de quartier, donc on ghettoise l'école, et finalement, on n'aide pas les gosses du quartier qui ne se retrouvent plus dans une situation multiculturelle, mais qui se retrouvent entre eux comme ils sont dans leur quartier. Vous n'êtes pas un chaud partisan du tronc commun jusqu'à 14 ans. L'idée de ce tronc commun jusqu'à 14 ans, qui est intéressante parce qu'elle permet de ne peut-être pas diriger immédiatement des gens vers le technique ou vers le professionnel, alors qu'ils vont peut-être se révéler, comme a fait un certain Elio Di Rupo, par exemple au niveau de ses études. Mais de nouveau, c'est la généralisation qui est imposée, qui fait que pour beaucoup de gosses, on se rend compte qu'on va faire nos primaires jusqu'à 14 ans. Et puis il reste 4 ans pour faire des humanités. Et on nous demande de faire de plus en plus, en de moins en moins de temps. Avec toutes ces réformes successives, peut-on dire qu'il y a encore une vraie liberté pédagogique? Je crois que quand on est dans sa classe, il y a toujours une liberté pédagogique, ça oui. Mais les réformes sont intéressantes dans la mesure où il n'y en a pas trop. Et depuis 1997, ça a été la base du coup de colère qui est dans mon livre « Les profs au feu et l'école au milieu », c'est qu'on a été submergé de réformes qui parfois sont même contradictoires. Et donc, on avait à peine le temps de digérer une réforme qu'une autre arrivait. Alors, chaque fois des réformes ambitieuses qu'on doit mettre en place sur le temps d'une législature pour que les politiques puissent montrer qu'ils sont efficaces. Et en fait, il faudrait une grande réforme de l'enseignement, ça oui, mais mise en place sur 25 ans, sur un temps qui permette aux écoles, aux professeurs, aux parents, parce qu'on ne parle pas des parents, mais quand les parents ne comprennent plus l'école, il y a un réel souci parce qu'ils ne suivent plus leurs enfants, aux parents de comprendre l'école et de travailler globalement tous ensemble. Vous citez Stéphane Hessel et son appel à l'indignation. Pensez-vous que les profs soient trop dociles? Lancez-vous un appel à la désobéissance? Je lance un appel au dialogue, plutôt je suis quelqu'un plus à discuter autour d'une table qu'à balancer des pavés dans la rue. Je crois que c'est d'abord un appel au dialogue et à la concertation,
mais qu'il faut ce dialogue sans oublier, c'est vrai, une indignation nécessaire. On est dans une société qui est de plus en plus lisse, où finalement ce qui dérange, on le met en dessous du tapis et on appuie son pied dessus. Donc je crois qu'il est important qu'on retrouve une parole libre, une parole diversifiée, et pas cette parole lisse qui met tout en chiffres, qui met tout en technique, et est-ce que les professeurs sont dociles ? Je crois que les professeurs ont surtout été, après les grèves de 96 qui étaient faites pour la qualité de l'enseignement et où ils n'ont absolument pas, 95-96, où ils n'ont absolument pas été écoutés, que les professeurs ont eu là un gros coup de blues et puis qu'ils se disent finalement on ne nous écoute pas, donc on essaie de gérer ça au quotidien pour le bien des élèves le mieux possible ou le moins mal possible quand il y a beaucoup trop de demandes qui viennent d'en haut, sans tenir compte de cette école du bas qui est l'école de la vie et qui est l'école de la relation humaine. Selon vous, Franck Andria, que faudrait-il faire pour que l'école retrouve sa crédibilité ? Quelles sont les urgences ? D'abord, une simplification, et puis le fait que les profs qu'on retrouve une confiance dans les profs et que les profs aient ce sentiment qu'on leur fait confiance. Et pas que finalement, ils sont soumis aux différents vents pédagogiques et politiques, même quand ils soufflent en sens contraire. Et je crois que c'est ça qui est important, qu'il y ait une visibilité, une simplicité de l'école, une mise en confiance des profs et un sentiment qu'on crée une école du sens. Et là, je crois que là, pour le moment, ça va dans tant de sens à la fois qu'on a parfois une impression de perte de sens. Et que donc, alors là, on ne peut plus gérer et être heureux à l'école. Et je crois que c'est important pour les élèves que leurs profs soient des personnes qui soient heureuses pour leur communiquer cette envie de vivre, cette envie d'humanité. À Marie-Martine Schins qui dit que l'école mérite quand même mieux qu'un pamphlet. Que répondez-vous ? J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Martine Schins qui m'a dit « Mais voilà, vous critiquez plein de choses, il faudrait aussi des propositions. » Et là, elle a raison, donc je vais essayer dans le prochain tome non plus de faire un coup de colère qui m'a fait pour certains passer pour un vieil aigri, ce que je ne suis pas, mais un coup de cœur qui dit quelle est l'école de mes rêves, mais pas des rêves vides, des rêves qui peuvent être vus dans le réel, des rêves qui peuvent être concrets. Auriez-vous pu intituler votre livre « Les ministres au feu et les pédagogues au milieu » ? Non, parce que je crois que chacun dans sa sphère de compétences fait le mieux qu'il peut. Donc là, je crois que c'est un petit peu ça le problème, c'est que finalement, chacun travaille souvent dans sa sphère de compétences sans plus trop s'occuper des autres. Et je crois qu'autour de la table, il faut, dans le cas de l'école, il faut d'abord mettre des profs, il faut d'abord mettre des enseignants. J'ai entendu des débats lors de la sortie de mon livre où il y avait des pédagogues, des politiques, des syndicalistes et pas de professeurs. Donc là, je dis, il y a un souci, parce que parler de l'école, avoir un discours de l'école sans y associer les professeurs, c'est justement l'école du non-sens que je dénonce dans mon livre. Votre livre est un vrai coup de gueule. Estimez-vous avoir été entendu ? Je ne sais pas, j'ai en tout cas reçu des centaines de messages. Alors certains, mais c'est une minorité, un peu virulents en disant « mais pour qui vous prenez-vous ? Qu'est-ce que vous vous êtes permis ?» Ou « vous êtes un vieil aigri et bon, nous on a encore de l'enthousiasme. » Mon enthousiasme est là au quotidien. Mais j'ai surtout reçu des centaines de messages de professeurs qui m'ont dit « merci d'avoir dit tout haut ce qu'on pense tout bas ». Et alors beaucoup plus touchant, des professeurs qui m'ont dit « on comptait quitter l'enseignement, on s'est rendu compte grâce à votre livre qu'on n'était pas tout seul à penser ça et on a repris en septembre après avoir lu votre livre en se disant on n'est pas tout seul ». Parce que je crois qu'il y a ça qui a beaucoup joué aussi ces dernières années. Les professeurs se sont fortement sentis abandonnés et à plus avoir, comme je le dis dans le livre, la main sur leur métier. Et ça, je crois que c'est important, que les personnes, les artisans du métier enseignement, qui sont les professeurs, se sentent reconnus et se sentent mis en valeur.